Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos des mathématiques des Olympiades. Je vous ai dit la dernière fois qu'on va entamer maintenant le chapitre sur les inégalités. Alors vous avez quatre inégalités ou bien types d'inégalités à connaître, les plus importantes. Donc c'est d'abord inégalité AMGM, donc inégalité de comparaison entre moyenne arithmétique et géométrique. Deuxièmement, inégalité de réordonnement. Troisièmement, inégalité de Tchébychev. Et quatrièmement, inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors pour aujourd'hui, on va voir l'inégalité AMGM, donc inégalité de comparaison entre moyenne arithmétique et géométrique. Alors, on va commencer. Alors, on va déjà définir ce que c'est qu'une moyenne arithmétique et ce que c'est qu'une moyenne géométrique. Alors, définition. Bon, je vais considérer donc soit n dans n étoile, donc un entier strictement positif, et je vais considérer des réels x1, x2. On prend des réels quelconques. Pour la moyenne arithmétique, je peux la définir sur R, tout entier. Alors je prends x1, xn, des réels, donc dans R. Donc on appelle donc moyenne arithmétique de x1, x2, xn. On appelle moyenne arithmétique de x1, x2, xn, le réel, alors ici donc moyenne arithmétique, le réel, alors qu'on va noter A, x1, x2, xn, on va noter comme ça. Défini par, donc le réel noté de cette façon, est défini par la formule suivante que tout le monde connaît. Alors, donc A, x1, x2, xn, alors la moyenne, donc on prend la somme, on divise sur le nombre de réels, c'est-à-dire, ici, donc c'est x1 plus x2 plus xn divisé par n. C'est la moyenne arithmétique de plusieurs nombres réels. Ça, donc, c'est pour la moyenne arithmétique. Par contre, la moyenne géométrique, on l'a définie pour des réels strictement positifs. Donc, pour la moyenne géométrique, dans une autre définition, donc c'est la moyenne géométrique, définition 2, donc si vous voulez ici, définition 1, définition 2. Alors, par contre ici, donc je vais prendre x1, x2, xn, c'est des réels strictement positifs, donc soit n dans n étoile, et x1, x2, xn, donc dans R plus étoile. Alors, on appelle moyenne géométrique de x1, x2, xn, le réel strictement positif, le réel strictement positif. Alors, on va le noter. Alors, on va noter donc G, grand G, de x1, x2, xn, on va noter comme ça, défini par la formule. Alors, G de x1, x2, xn, c'est égal racine nème du produit x1, x2, xn. Voilà. C'est-à-dire, on peut l'écrire autrement, x1 fois x2 fois xn puissance 1 sur n. Voilà. Donc c'est ça la moyenne géométrique de plusieurs nombres réels strictement positifs x1, x2 jusqu'à xn.
peut-être qu'il faut... c'est intéressant de faire un peu le lien. Bon, on va essayer de faire le lien entre les deux. Alors, si vous prenez le logarithme, si on prend le logarithme de la moyenne géométrique, bon, ça, je peux donner ça comme remarque. Donc, remarque. Alors, dans les mêmes conditions, donc, vous avez n strictement positif, x1, x2, xn des réels strictement positifs. Alors, si vous prenez log de g, de x1, x2, xn, vous allez obtenir, donc c'est clair que ça va être 1 sur n fois le logarithme du produit, donc x1, x2 jusqu'à xn, mais le logarithme du produit, ça va être la somme des logarithmes, c'est-à-dire log de x1 plus jusqu'à log de xn. Et ça, ce n'est rien d'autre que la moyenne arithmétique des logarithmes. x1, log de x2, etc. jusqu'à log de xn. Voilà, un lien, donc ils sont reliés par cette formule. On peut écrire cette formule autrement. On va écrire tout simplement que G, la moyenne géométrique, c'est, donc on prend l'exponentielle, donc c'est l'exponentielle, de A, ou bien G de X si vous voulez, c'est l'exponentielle de A de log X, voilà. Avec X, c'est désigné par, ça désigne x1, xn, et log X, ça désigne log x1, log xn. Voilà donc le lien entre les deux moyennes. Et ça, je peux l'écrire. Donc, G égale, l'exponentielle, c'est log moins 1, c'est la fonction inverse de la fonction logarithmique, appliquée à A, appliquée à log. Voilà, le lien entre les moyennes arithmétiques et géométriques. L'un des liens, bon, il y a d'autres liens, mais l'un des liens, c'est cette formule-là. On peut donc s'inspirer de ça pour construire d'autres moyennes. Alors, au lieu de prendre log, vous prenez n'importe quelle fonction f, assez régulière, donc il faut qu'elle soit quand même strictement monotone, continue, des choses comme ça. Donc, vous prenez donc une moyenne f-1, rang A, rang f, et là, vous allez obtenir donc d'autres moyennes à partir de la moyenne arithmétique. On va maintenant énoncer l'inégalité AMGM, donc inégalité de comparaison entre moyenne arithmétique et géométrique. Alors, donc théorème, on va mettre ça comme théorème. Donc, théorème. Ça, donc, c'est ça l'inégalité AMGM. C'est ce théorème-là. Donc, inégalité AMGM. Puisqu'il y a donc l'inégalité arithmétique, la moyenne arithmétique et la moyenne géométrique. L'inégalité AMGM nous dit simplement que la moyenne arithmétique, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique. Donc, il faut prendre des réels strictement positifs. Donc, soit n dans n étoile, donc un entier strictement positif, et x1, x2, xn, des réels strictement positifs. Alors, on a donc la moyenne arithmétique, x1, x2, xn, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle donc inégalité de comparaison entre moyenne arithmétique et géométrique. On a même une précision de plus. Cette inégalité est atteinte, c'est-à-dire devient une égalité. Cette inégalité est atteinte si et seulement si vous avez x1 égale x2 égale xn. Voilà donc le théorème. Ça donc c'est l'inégalité AMGM, donc l'inégalité de comparaison entre moyenne arithmétique et géométrique. Alors regardons par exemple ce qui se passe pour le cas, le cas n égale 1 est trivial. Le cas n égale 1, vous allez trouver x1 supérieur ou égal à x1. Voilà, donc c'est un cas trivial. Alors n égale 2 par exemple. Alors n égale 2, on va voir le cas particulier, n égale 2, qu'est-ce que ça donne?
Donc au lieu de prendre x1, x2, je vais prendre xy. Donc qu'est-ce que ça veut dire axy supérieur ou égal à g de xy? Ça veut dire tout simplement que vous avez x plus y sur 2 est supérieur ou égal, donc c'est ça la question, à racine carrée de xy. Et puis égalité, l'inégalité est atteinte et égalité devient une égalité si et seulement si x égale y. Alors, est-ce qu'on peut démontrer ça? Kn égale 2. Alors, Kn égale 2, c'est vraiment très simple. Alors, si je fais la différence, x plus y sur 2 moins racine de xy, je vais trouver c'est x plus y moins 2 fois racine de xy sur 2. Mais on reconnaît que x plus y moins 2 fois racine de xy, ça ce n'est rien d'autre que racine de x moins racine de y au carré. Si vous développez ça, vous allez avoir x plus y moins 2 fois racine carrée de xy. Donc sur 2, et on voit bien donc c'est positif, ce qui démontre cette inégalité. Et puis l'inégalité devient une égalité si seulement si racine de x égale racine de y, c'est-à-dire x égale y. Donc ici, la démonstration est vraiment très simple. Mais le cas général n'est pas si simple que ça. Déjà, si vous faites le cas, si vous traitez le cas n égale 3, c'est déjà pas évident. Donc ça nécessite une démonstration. Alors avant de parler de la démonstration du théorème, je voudrais bien vous informer pourquoi ça s'appelle donc moyenne géométrique. Alors, moyenne géométrique, ça vient du fait que, en fait, ça c'est des mathématiques grecques et arabes, c'est la moyenne géométrique XY, ça vient du cas n égale 2. Alors, n égale 2, la moyenne géométrique, c'est racine carrée de XY. Alors, ce nombre-là, racine carrée de XY, on peut le construire à partir de x et y, on peut le construire géométriquement, donc d'où la formule moyenne géométrique. On peut le construire géométriquement à partir de x et y en utilisant seulement une règle graduée et un compas. Donc en utilisant une règle graduée et un compas, c'est des instruments très anciens considérés par les Grecs, la Grèce antique. Donc on s'intéresse donc depuis cette époque-là de la Grèce antique, on s'intéresse à la construction des nombres en utilisant une règle graduée et un compas. Alors ce nombre-là, si vous avez une construction de x et une construction de y, vous pouvez déduire la construction de racine carrée de xy en utilisant seulement une règle graduée et un compas. Alors je vais vous dire comment. Bon, j'ai un segment. Je suppose que ce segment, c'est de longueur x. À côté, je mets un autre segment de longueur y, exactement. Donc, il faut que ça soit bien sûr aligné. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer un cercle de diamètre. Alors, par exemple, ce point, je vais l'appeler A. Ce point, je vais l'appeler B. Je vais tracer le cercle de diamètre AB. Donc, ça va être... bon, je vais toucher l'écriture, c'est pas grave. Bon, à peu près, ça va être ça. Bon. Ça va être ça, donc le cercle de diamètre AB. Ensuite, je vais tracer une perpendiculaire à partir de ce point, comme ça. Et donc ici, forcément, vous allez avoir un triangle, ici. Bon, peut-être on va changer de couleur. Alors ici, donc vous allez avoir un triangle rectangle ici. Voilà. Ça, donc, c'est une perpendiculaire. Alors, cette longueur-là, cette hauteur-là, si vous voulez, h, par exemple, c'est exactement racine carrée de xy. C'est ça, en fait, la moyenne géométrique de x et de y, c'est h, c'est cette hauteur h. Donc, si vous avez la construction de x et la construction de y, construction de x, construction de y, alors vous avez la construction de racine carrée de xy, c'est-à-dire la moyenne géométrique de x et y. Alors, on essaye de démontrer ça. Ça, on peut le démontrer en utilisant la trigonométrie. Trigonométrie basique, bien sûr. Alors, par exemple, ça, je vais l'appeler, cet angle-là, par exemple, on va l'appeler alpha.
Et cet angle, on va l'appeler bêta. Bêta, voilà. Vous avez un angle alpha et un angle bêta. Alors, je dis que alpha est égal à bêta. Alors, pourquoi attendez. Oui, alpha est égal à bêta. Alors, pourquoi alpha est égal à bêta? Parce que tout simplement, si j'appelle cet angle gamma, par exemple, on voit bien que alpha plus gamma, c'est pi sur 2. Parce que la somme des angles de ce triangle-là, c'est 180 degrés, c'est-à-dire pi. Donc si vous sommez ça, alpha avec gamma, avec cet angle qui est pi sur 2, vous allez obtenir pi. Donc en fait, vous avez alpha plus gamma, c'est pi sur 2. La même chose pour bêta plus gamma, ça c'est encore plus visible. Vous avez bêta plus gamma, on voit bien sur le dessin que bêta, si vous faites la somme de bêta et gamma, vous allez obtenir pi sur 2. Donc, vous allez obtenir pi sur 2. Donc, en faisant égalité, donc ça entraîne que alpha égale bêta. Mais alpha égale bêta, ça entraîne que tangente alpha égale tangente bêta. Mais cette tangente alpha, c'est quoi? Alors, tangente alpha, c'est, voilà l'angle alpha, c'est le côté, donc j'utilise ce triangle rectangle, donc c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire h sur x. Donc ici, ça nous donne h sur x, tangente alpha. Tangente bêta, là j'utilise, pour tangente bêta, j'utilise ce triangle. Alors, tangente bêta, c'est le côté donc opposé, c'est y, sur le côté adjacent, c'est h, donc c'est y sur h. Et donc là, ça entraîne directement que h au carré est égal à xy, et ça entraîne que h est égal à la racine carrée de xy. Et donc j'obtiens la moyenne géométrique de xy de cette façon-là. Voilà. Bon, donc j'ai terminé avec ça. Maintenant, on va parler de la démonstration du théorème. Alors en fait, je vais démontrer quelque chose de plus général que le théorème précédent. Le théorème précédent nous donne simplement que la moyenne arithmétique est supérieure ou égale à la moyenne géométrique. Mais en fait, on peut définir même ce qu'on appelle moyenne arithmétique pondérée et moyenne géométrique pondérée. On va définir ça, c'est plus général. Alors, je vais donner donc cette définition. Alors, définition. Donc, on va généraliser. Donc, alors toujours, bon, je travaille avec des réels strictement positifs, donc même si la moyenne arithmétique peut être définie dans un cas plus général, mais bon, pour la moyenne pondérée, il vaut mieux de la définir, il vaut mieux de la définir dans R plus étoile, donc soit N dans N étoile. Je vais prendre P, que je vais appeler P1, P2, Pn dans R plus étoile tel que P1 plus P2 plus Pn égale 1. Donc les PI, on les appelle les poids. Les poids. Donc la somme c'est égal à 1. Donc c'est tout le monde qui est entre 0 et 1. Donc la somme est égale à 1. Alors, soit n dans n étoile, p tel que p1 plus p2 égale à n, et x1, x2. Et ici, donc, il faut mettre puissance n. C'est un uplet, c'est un n uplet. x1, x2 jusqu'à xn, la même chose donc dans R plus étoile. Alors, on appelle moyenne arithmétique pondérée, moyenne arithmétique pondérée de x1, x2, xn, alors pondérée par les coefficients, moyenne arithmétique pondérée de x1, x2, xn, relativement, on va écrire ça comme ça, relativement aux coefficients, ou bien au poids P1, P2, Pn respectivement. Voilà, c'est tout ça. Donc, moyenne arithmétique pondérée de x1, x2, xn relativement au poids P1, P2, Pn respectivement. Alors, le réel strictement positif,
strictement positif, noté, alors on va noter AP, puisque c'est lié au poids P, x1, x2, xn, est défini par la formule, donc AP x1, x2, xn est égal par définition à P1 x1 plus P2 x2 plus etc. Pn xn. Voilà. C'est ça donc la moyenne arithmétique pondérée. Alors ça c'est naturel si vous faites par exemple, si vous êtes étudiant et que vous étudiez donc maths, physique, chimie, histoire, sciences, etc. Chaque matière a un certain coefficient. Alors, quand vous calculez la moyenne, donc vous multipliez la note de chaque matière par ce coefficient-là, et puis on divise sur la somme des coefficients. Ce qui revient à multiplier par ces poids-là. En fait, ces poids, chaque poids, c'est le coefficient divisé par la somme des coefficients. Le coefficient divisé sur la somme des coefficients, c'est ça le poids. Donc, on obtient cette formule. Donc, c'est assez naturel. Alors, pour la moyenne géométrique pondérée, on continue donc notre définition, toujours sous les mêmes hypothèses. Donc, on appelle, donc on continue avec les mêmes hypothèses. Donc, on appelle moyenne géométrique pondérée, toujours donc la même expression. Je remplace juste arithmétique par géométrique. Donc, moyenne géométrique pondérée, moyenne géométrique pondérée de x1, x2, xn relativement au poids. Alors qu'est-ce qu'on a écrit avant? Oui, relativement au poids P1, P2. Ces poids-là, donc c'est des nombres qui sont dans l'intervalle 0,1 ouvert, en 0 ouvert en 1, tel que la somme est égale à 1. Alors, relativement au poids P1, P2, Pn, respectivement, le réel strictement positif, noté. Alors, on va le noter GP, donc GP de x1, x2, xn est défini par alors GP de x1, x2, xn, alors ça va être quoi? Ça va être tout simplement x1 puissance p1, x2 puissance p2, etc. xn puissance pn. Voilà. Ça, donc, c'est la moyenne géométrique pondérée. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends les mêmes poids? Cas particulier, donc, cas particulier. Si, alors, P1 égale P2 égale Pn, mais comme la somme des poids doit être égale à 1, donc si je suppose que P1 égale P2 égale Pn, c'est-à-dire les mêmes poids, dans ce cas-là, c'est forcément égal à 1 sur n, parce que la somme doit être égale à 1. Donc forcément, si P1 égale P2 égale Pn, alors tout le monde est égal à 1 sur n. Alors, qu'est-ce qu'on obtient dans ce cas-là? On obtient que la moyenne arithmétique, alors vous remplacez juste dans la formule, ici, donc vous prenez P1, c'est la même chose que P2, c'est la même chose que Pn, et c'est tout le monde qui est égal à 1 sur n. Donc vous allez obtenir 1 sur n x1 plus 1 sur n x2 plus etc. jusqu'à 1 sur n xn. Et ça, c'est exactement x1 plus x2 plus xn, etc. plus xn divisé sur n. Donc on obtient en fait la moyenne arithmétique usuelle. Donc on obtient AX1, x2, xn égale tout simplement AP, hein, c'est égal à A. C'est égal à A. C'est ce qu'on a défini avant, la moyenne arithmétique usuelle. La même chose pour la moyenne géométrique, GP. Si on prend tout le monde égal à 1 sur n, alors vous remplacez ici P1, P2, Pn par 1 sur n.
Donc on obtient x1 puissance n sur n, x2 puissance n sur n, etc. jusqu'à xn puissance n sur n. Et ça revient à prendre le produit, le tout à la puissance n sur n. Donc ici, donc on va obtenir x1, x2 puissance x1, x2, x3 jusqu'à xn, le tout à la puissance n sur n. Et ça, c'est exactement la moyenne géométrique usuelle. Voilà. Alors maintenant, je vais généraliser le théorème d'avant. Alors, le théorème que j'ai énoncé avant, c'est celui-là. Voilà. Il nous dit que si vous avez toujours la moyenne arithmétique usuelle, c'est supérieur ou égal à la moyenne géométrique usuelle. Et donc la généralisation, c'est AP, c'est toujours supérieur ou égal à GP. Même si vous mettez des poids, l'inégalité est vraie. Donc, et ça, c'est donc beaucoup plus général et il a des applications très importantes. Bon, on va l'énoncer. Donc, théorème. Voilà, donc, théorème plus général. Donc, c'est plus général que le théorème d'avant. Donc, soit n dans n étoiles, P égale P1, P2, donc Pn dans R plus étoile puissance n avec la somme égale à 1, et x1, x2, xn des réels strictement positifs. Alors on a l'inégalité AMGM. Dans son cas le plus général, donc avec les moyennes pondérées, vous avez AP de x1, x2 jusqu'à xn, c'est toujours supérieur ou égal à GP de x1, x2 jusqu'à xn. Cas particulier, si vous prenez donc P1 égale P2 égale Pn, donc cas particulier, on obtient le théorème d'avant. Donc cas j'ai pas terminé, bon, il y a quand même autre chose à dire. De plus, l'inégalité est atteinte si seulement si x1 égale x2 égale xn. De plus, cette inégalité est atteinte, c'est-à-dire elle devient une égalité, si et seulement si x1 égale x2 égale xn. Voilà. Donc, cas particulier. Alors, si on prend donc P1 égale P2 égale Pn, et donc forcément égal à 1 sur n, parce que la somme c'est égal à 1, on obtient le théorème d'avant. Donc on obtient dans ce cas-là, AP ça devient A tout simplement, et GP ça devient G. Donc on obtient donc le théorème d'avant directement, le théorème d'avant. C'est-à-dire la moyenne arithmétique usuelle de x1, x2, xn supérieure ou égale à la moyenne géométrique usuelle de x1, x2, xn, et l'inégalité devient une égalité si seulement si x1 égale x2 égale etc. égale xn. Voilà, maintenant, comment démontrer ce théorème? Donc je vais démontrer bien sûr le théorème général, donc le deuxième théorème. Alors il y a plusieurs démonstrations. Bon, je vais vous présenter plusieurs démonstrations, 3 démonstrations, peut-être il y en a d'autres. La première démonstration, elle est élémentaire. Quand je dis élémentaire, ça veut dire lycée. Donc lycée, donc première année, lycée, c'est-à-dire terminale, terminale, ou même peut-être un peu avant la terminale. Bon, on va dire terminale, donc de niveau terminal, très simple mais ingénieuse. Elle est due à Georges Polya. Georges Polya, mathématicien hongrois d'origine juive. Bon, je vais le présenter à la fin de la vidéo. C'est l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle.
Et il avait trouvé cette démonstration très ingénieuse et très élémentaire. Donc c'est cette démonstration-là que je vais présenter en premier lieu. Ensuite, donc la prochaine fois, je vais vous présenter la démonstration. C'est pour moi la plus naturelle, ça utilise les fonctions convexes. Ça utilise donc la convexité de la fonction exponentielle. Et à la fin, je vais vous présenter la méthode de Cauchy, qui utilise une récurrence un peu bizarre, mais ça vaut la peine de la donner. Elle est intéressante comme démonstration. Bon, donc je commence par première démonstration élémentaire due à Georges Polya qui utilise seulement les outils de la terminale. Je trouve que c'est intéressant d'enseigner cette démonstration au lycée parce que ça permet de bien former les élèves en mathématiques. En fait, ça forme bien les élèves et puis ça éveille les esprits mathématiques aussi. Bon, alors, démonstration du théorème général. Démonstration du théorème. C'est le dernier théorème, donc le théorème 2 avec les poids, donc les inégalités pondérées, les moyennes pondérées, donc du théorème. Donc cette démonstration est due à Georges Polya. Je vais le présenter à la fin de cette vidéo. Bon, alors la démonstration de Georges Polya, elle est basée sur l'inégalité suivante. Alors, je vais écrire on sait que, mais bon, c'est une étude de fonction. Avec une simple étude de fonction, on peut le vérifier. Alors, on sait que, je vais l'écrire directement, donc t inférieur ou égal à exponentielle t moins 1, quel que soit t dans R. De plus, on a égalité. De plus, on a égalité si et seulement si t égale à 1. Voilà ce qu'on utilise. Ça, c'est vraiment le niveau terminal. Donc, t, c'est majoré par exponentielle t moins 1, quel que soit t réel. Alors ici, pour démontrer ça, il suffit donc d'étudier la fonction exponentielle t moins 1 moins t. Donc, vous dérivez, faites le tableau de variation, etc. Vous allez trouver que c'est tout le temps positif, ce qui montre l'inégalité. Et puis, c'est nul si seulement si t égale à 1. Voilà, donc on se base sur ça. Je me place donc dans les conditions du dernier théorème, du théorème à démontrer. Donc, je vais prendre soit donc n dans n étoile. P, c'est égal P1, P2, Pn dans R plus étoile à la puissance n, avec la somme est égale à 1. P1 plus P2 plus etc. plus Pn est égal à 1. Et x1, x2, etc. xn dans R plus étoile. Et on cherche à démontrer que AP de x1, x2, xn est supérieur ou égal à GP de x1, x2, xn. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser cette inégalité-là, cette inégalité encadrée, pour des valeurs particulières de t. Alors, donc, on va déjà simplifier les écritures de préférence. Alors, posons. On va poser A, c'est la moyenne arithmétique pondérée. Donc, posons A pour simplifier. Donc, c'est P1, X1 plus P2, X2, etc. plus Pn, Xn. C'est-à-dire, c'est la moyenne arithmétique pondérée de X1, X2, Xn. Et puis G, c'est la moyenne géométrique pondérée. Donc, X1 puissance P1, X2 puissance P2, etc. jusqu'à xn puissance pn. Donc c'est gp de x1, x2, xn. Donc ce qu'on cherche à démontrer, on a prouvé que A est supérieur ou égal à G d'abord. Et puis l'inégalité devient une égalité si seulement si x1 égale x2 égale etc. égale à xn. Alors, ce qu'on va faire, on va appliquer donc cette inégalité-là, cette inégalité, on va l'appliquer pour des t particuliers. Donc, en appliquant
l'inégalité encadrée. Donc c'est l'inégalité t est inférieur ou égal à exponentielle t moins 1. Pour les valeurs suivantes de t, alors je prends x1 sur a, et puis x2 sur a, et puis jusqu'à xn sur a. Voilà. Je l'applique pour ces valeurs de t. Donc x1 sur a, x2 sur a, jusqu'à xn sur a. Alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve à chaque fois une inégalité, donc on trouve un système d'inégalités. Bon, donc la première c'est x1 sur a est inférieur ou égal à exponentielle x1 sur a moins 1. La deuxième, x2 sur a est inférieur ou égal à exponentielle x2 sur a moins 1, etc. jusqu'à xn sur a est inférieur ou égal à exponentielle xn sur a moins 1. Alors on va appeler ce système d'inégalité grand 1. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque ième inégalité, on va l'élever à la puissance pi. Voilà. Chaque ième inégalité, on va l'élever à la puissance pi. Alors je vais écrire donc cette phrase. Donc en élevant chaque ième inégalité, bon ça c'est le système 1, chaque ième inégalité de 1 à la puissance pi ième, bon, bien à la puissance pi tout simplement, c'est-à-dire l'inégalité xi sur a est inférieure ou égale à exponentielle de xi sur a moins 1, on va l'élever à la puissance pi. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le système suivant. Alors, on obtient le système suivant. Donc, la première inégalité, ça devient x1 puissance p1 sur a puissance p1 est inférieur ou égal à exponentielle p1 x1 sur a moins p1. La deuxième, donc x2 puissance p2 sur a puissance p2 est inférieur ou égal à exponentielle p2 x2 sur a moins p2, etc. La dernière, ça va être donc xn puissance pn sur a puissance pn inférieur ou égal à exponentielle pn xn sur a moins pn. Voilà. Après, ce qu'on va faire, on va multiplier toutes ces inégalités membre à membre. Donc, en multipliant membre à membre toutes ces inégalités, on obtient, alors qu'est-ce qu'on obtient en multipliant membre à membre toutes ces inégalités? Alors, donc on va obtenir l'inégalité suivante. Donc x1 puissance p1, x2 puissance p2, etc. jusqu'à xn puissance pn sur a puissance p1 plus p2 plus pn inférieur ou égal à exponentielle, donc p1 x1 plus p2 x2 plus jusqu'à pn xn sur a moins ici, donc vous allez avoir p1 plus p2 plus jusqu'à plus pn. Voilà ce qu'on obtient. Alors, mais qu'est-ce qu'on constate? On constate que, alors, d'abord,
P1 plus P2 plus Pn, ça c'est A. Non, ça c'est 1. Ça c'est égal à 1. Là aussi c'est la même chose, donc c'est 1. Et puis P1x1 plus P2x2 plus Pnxn, ça c'est la moyenne arithmétique pondérée de x1, x2 jusqu'à xn. Et donc ça en fait c'est égal à A. Donc ici vous allez obtenir exponentielle A sur A moins 1, c'est-à-dire exponentielle 0. Donc tout ça c'est égal à 1. C'est exponentielle 0. Et à gauche, alors j'ai oublié de dire aussi que ça, c'est la moyenne géométrique pondérée de x1, x2, xn, c'est-à-dire Cg. Et donc qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir que, c'est-à-dire, donc G sur A, tout simplement, est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire que A est supérieur ou égal à G, comme il fallait le prouver. Voilà, maintenant, donc ça c'est la première partie. La deuxième partie, quand est-ce qu'on a égalité? Alors si on suit bien le travail qu'on a fait jusqu'ici, pour avoir égalité, il faut que toutes ces inégalités-là soient des égalités. Toutes ces inégalités du système, il faut qu'elles soient des égalités. Et puis, revenir un peu en haut, ce qui revient à dire que toutes les inégalités du système 1 doivent être des égalités. Mais on sait que t inférieur ou égal à exponentielle t moins 1 devient, ça je l'ai dit tout à l'heure, une égalité si et seulement si t est égal à 1. Donc pour que ces inégalités deviennent des égalités, il faudrait à chaque fois avoir xi sur a égale à 1. Donc vous avez x1 sur a égale à 1, x2 sur a égale à 1, jusqu'à xn sur a égale à 1, c'est-à-dire x1 égale x2 égale xn est égal à a. Voilà. Donc, bon, je vais l'écrire en une phrase. Je pense que c'est clair. Donc, de plus, ou bien par ailleurs, cette inégalité a lieu, cette inégalité est atteinte si seulement si toutes les inégalités du système 1 sont atteintes, les inégalités de 1 sont atteintes, c'est-à-dire vous avez donc x1 sur a égale x2 sur a, parce qu'en fait on a appliqué l'inégalité t inférieur ou égal à exponentielle t moins 1 pour t égale x1 sur a, puis x2 sur a, etc. Donc tout ça, ça doit être égal à 1, c'est-à-dire tout simplement x1 égale x2 égale xn. Voilà. Si x1 égale x2 égale à xn, alors forcément c'est égal à a. Voilà, donc ainsi s'achève cette démonstration. Voilà, je termine donc cette vidéo avec la présentation du mathématicien Georges Polya. Georges Polya, c'est un mathématicien hongrois issu d'une famille juive convertie au catholicisme. Donc c'est l'un des mathématiciens les plus influents du XXe siècle. Il est né en 1887 et décédé en 1985. Il a marqué l'enseignement en partageant ses réflexions sur la résolution de problèmes. Le plus célèbre de ses ouvrages d'enseignement s'intitule « How to Solve It ». La thèse centrale de cet ouvrage est que l'on peut souvent progresser sur un problème mathématique en posant certaines questions générales de bon sens. Quelques années après sa démonstration élégante de l'inégalité à MGM, donc la démonstration qu'on vient de voir, Polya a affirmé que c'était les mathématiques qu'il avait toujours rêvé de faire. Voilà, je termine ainsi ma vidéo. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours, voire une semaine, 2 semaines peut-être. Et donc je vais donner la prochaine fois donc
d'autres démonstrations, par exemple en utilisant la convexité, la fonction exponentielle. Et je vais présenter aussi la démonstration de Cauchy qui utilise une récurrence assez particulière. Voilà, portez-vous bien et à bientôt.